c'est une très vaste question que vous me posez là. Donc il existe beaucoup de moyens possibles. À titre personnel, je suis plutôt un spécialiste des moyens assurantiels, donc mettre en place des grands programmes d'assurance macro pour protéger les pays contre les catastrophes naturelles. Et dans ce cas-là, le dispositif, c'est un État qui chaque année va payer une prime d'assurance à un assureur ou à un consortium de grands réassureurs internationaux et qui, en cas de sinistre climatique de grande ampleur, va recevoir un paiement qui pourra à son tour distribuer à sa population ou utiliser pour mettre en place des dépenses d'urgence. À grande échelle, je dirais que c'est quand on passe le cap des 100 000 habitants, pour faire simple, et c'est un peu arbitraire comme définition, mais souvent quand on parle d'assurance, on distingue l'assurance micro, donc c'est j'assure une personne individuellement, puis je réplique ça une fois, 10 fois, 100 000 fois. On peut passer ensuite à un autre type d'assurance qu'on appellerait l'assurance méso, où là l'idée c'est d'aller faire appel à des agrégateurs. Par exemple, si on fait de l'assurance agricole, d'assurer la coopérative à laquelle apportent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fermiers. Et puis enfin, vous avez de l'autre côté du spectre l'assurance qu'on appelle macro. Et là, c'est vraiment vous assurer un État ou une ville contre une catastrophe naturelle. Ça, c'est la grande question. C'est une question assez vertigineuse. Et je pense qu'on peut faire le lien avec la notion de perte et dommage donc, que j'ai effleuré tout à l'heure. Et donc, l'idée de perte et dommage, c'est de dire que les pays les plus pauvres, les moins avancés, ne devraient pas avoir à payer quand ils font face à des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Et donc, qui doit payer ? Et bien, dans la logique qui commence à s'imposer au fur et à mesure des négociations, ce sont les pays développés, les pays riches, qui devraient payer pour les pays pauvres. Le pays n'est pas responsable du changement climatique dont il subit des effets néfastes, donc il ne devrait pas être responsable de l'essentiel du paiement de la prime d'assurance. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, dans les nouveaux programmes d'assurance qu'on structure, on essaye de faire en sorte que le pays ne paye qu'un tiers de la prime d'assurance et que le reste soit assuré par de l'aide internationale. Si je fais simplement un rappel, l'atténuation c'est diminuer le réchauffement climatique ou ralentir le rythme du réchauffement climatique en polluant moins. Et l'adaptation, c'est l'idée de dire que même si on se met à moins polluer, il y a certains effets qui sont enclenchés et donc il faut s'y adapter par des investissements. Et donc l'assurance est l'un des instruments possibles de l'adaptation. Si avant j'avais pas d'argent pour réagir en cas de crise et puis que demain j'en ai grâce à un outil d'assurance à grande échelle, je me suis d'une certaine manière adapté. Mais toute la logique et toute notre logique aussi chez AXA Climate, c'est de ne pas voir l'assurance comme le nec plus ultra un peu indépassable de l'adaptation. Au contraire, pour nous, l'assurance, c'est plutôt un peu soit le premier, soit le dernier outil qu'on utilise quand on veut s'adapter. C'est-à-dire soit l'adaptation est tellement longue que j'ai besoin d'avoir simplement du cash quand j'ai une catastrophe, et bon, je commence à m'adapter maintenant, peut-être que ça sera terminé dans 20 ans, dans le meilleur des cas, mais entre-temps, je m'assure en cas de grands problèmes. Ou alors, l'assurance peut être vue comme le dernier outil où vraiment je me suis adapté parfaitement, j'ai réduit ma quantité globale de risque et je vais assurer ma partie résiduelle de risque grâce à de l'assurance. J'ai envie de vous répondre que moi je me sens encore plus appartenir à AXA Climate, qui est vraiment une entité distincte, même si elle est financée à 100% et détenue à 100% par AXA, mais une entité qui vit un peu comme une start-up avec une moyenne d'âge très basse, des collaborateurs très engagés. Donc on a tous envie vraiment de changer les choses et on utilise nos scientifiques, parce qu'on a une trentaine de scientifiques et c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait, et nos collaborateurs tous donc très engagés pour essayer de faire bouger les choses. Donc c'est un environnement assez fantastique. Je pense que c'est une formation très théorique, mais également quelque part très pratique, parce que raccroché aux grands enjeux du monde et de l'entreprise. Donc moi, mes cours d'économie me servent à peu près tous les jours, mes cours de management me servent à peu près tous les jours en entreprise, de ressources humaines également. Donc je vois un réel pont et j'encourage tous les gens qui préparent ces concours à mettre un pied dans le monde de l'entreprise à un moment ou à un autre dans leur carrière. Alors je dirais, formez-vous sur les enjeux climatiques. Donc trouvez une passion ou un centre d'intérêt fort en lien avec le changement climatique, en lien avec ces enjeux. Formez-vous, ça va vous passionner. Et puis je pense qu'il y a des réelles opportunités professionnelles à aller chercher derrière. Donc prenez votre expertise actuelle, ajoutez-lui une petite dimension climatique et ça donnera des choses très très bonnes pour vous, pour la planète et puis même pour votre insertion sur le marché de l'emploi.